Est-ce que vous connaissez Tarfaya? Cette ville côtière magnifique se situe au bord de l'Atlantique à plus de 800 km au sud-ouest de Rabat. Une terre de vent, de lumière et de projets d'avenir. La première fois que j'y suis allé, je suis resté bouche bée. Devant moi, 131 éoliennes se dressaient alignées à perte de vue. Et dans chacune d'elles, on retrouve une multitude de minerais dont le cobalt, un métal que les spécialistes qualifient de critique. Pourquoi ce terme? Pourquoi critique? La question m'est restée en tête. Mais avant d'y répondre, je voulais comprendre, voir de mes propres yeux comment ce métal est extrait, travaillé et transformé. Bonjour à tous, je suis Mohamed Nabil et vous écoutez Managem Inside, le podcast qui explore les ressources qui bâtissent le monde de demain. C'est là qu'un nom est revenu, comme une évidence, le site minier de Gmassa. Je ne connaissais pas cette région. Pour les néophytes comme moi, elle se trouve à une 60aine de kilomètres de Marrakech. Le choix du site n'est pas fortuit. Ce sont les responsables de Managem, enthousiastes à l'idée que je m'intéresse aux métaux critiques, qui m'ont ouvert les portes de leur complexe. À mon arrivée, un cadre de la société m'attendait. Casque sur la tête, tenue de protection, chaussures de sécurité. Il m'a entraîné dans les méandres du site. À Gmassa, tout commence dans la poussière, la roche et le bruit des explosions. La première étape, invisible depuis la route, s'appelle le déblayage. On retire la couche de terre et de végétation, ce que les ingénieurs nomment les stériles, pour atteindre la roche utile. Puis viennent les forages, des trous réguliers, précis, creusés à plusieurs mètres de profondeur. On y glisse des charges explosives, calibrées souvent à base d'émulsion. Puis on déclenche les explosions par séquence. L'objectif, fragmenter la roche et créer des blocs de taille idéale pour le concasseur. Sous terre, le principe est le même. On perce des galeries, on fore avec des jumbos, on déclenche les tirs, puis on charge la roche avec des engins articulés. Chaque explosion ouvre un nouveau volume que les équipes remontent à la surface. Ces gestes révèlent lentement ce que la Terre garde enfui depuis des millions d'années. Une fois la roche extraite, tout converge vers le concasseur primaire. C'est là que commence la chaîne industrielle. Le minerai est réduit par étapes. Concassage primaire, concassage secondaire, puis broyage dans d'immenses broyeurs à boulets. Le but, libérer les grains minéralisés de leur gangue rocheuse. Tant que le métal reste enfermé dans la pierre, il est inutilisable. Alors on broie encore et encore, jusqu'à obtenir une pulpe plus fine, presque fluide. La pulpe est ensuite dirigée vers les hydrocyclones, de grands entonnoirs en spirale. Ils trient les particules selon leur taille et leur densité. Les plus fines partent vers la flottation, les plus grossières retournent au broyage. Une boucle continue, pensée pour optimiser l'eau et l'énergie, deux ressources vitales dans une mine moderne. Vient ensuite la flotation, une opération à la fois physique et chimique. On injecte de l'air dans la pulpe et on ajoute des réactifs. Les minéraux recherchés deviennent hydrophobes. Ils s'accrochent aux bulles d'air et remontent à la surface sous forme de mousse. Le reste coule, on écume cette mousse, riche en métal pour obtenir un concentré. C'est l'essence du minerai, la partie précieuse qu'il faut maintenant transformer. Mais avant, ce concentré doit être épaissi et filtré. On en retire l'excès d'eau pour obtenir une pâte compacte, stable et facile à transporter. Une humidité mal réglée, trop forte ou trop faible, peut compromettre tout un cycle. Ici, tout est calibré, contrôlé et mesuré. À partir de là, deux voies sont possibles. La première, la pyrométallurgie, utilise la chaleur, on chauffe le concentré dans un four à plus de 1000 degrés. Les impuretés sont séparées du minerai, la matière fond et forme une matte. Une fusion intermédiaire contenant le métal à l'état brut. Cette matte est ensuite affinée par électrolyse. Un courant électrique fait circuler les ions métalliques d'une électrode à l'autre jusqu'à obtenir un métal d'une pureté quasi parfaite. Ce cobalt est ensuite utilisé pour des alliages aéronautiques, des super alliages de turbines ou encore des outils de coupe de haute performance. La seconde voie repose sur la chimie en solution. C'est ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. Ici, le cobalt est d'abord dissous dans une solution acide, le plus souvent à base d'acide sulfurique, lors d'une étape appelée lixiviation. On fait littéralement passer le métal de la roche au liquide, tandis que la partie stérile, qu'on appelle la gangue, reste solide.
Vient ensuite l'extraction par solvant. C'est une opération de chimie fine. On fait interagir deux liquides qui ne se mélangent jamais. Un peu comme l'eau et l'huile, les ions de cobalt se lient naturellement à des molécules spécifiques présentes dans la phase organique, ce qui permet de les isoler des autres métaux, cuivre, nickel ou manganèse. Une fois purifié, le cobalt est précipité puis transformé en sulfate de cobalt, un sel cristallin légèrement rosé. Ces cristaux, une fois séchés et calibrés avec précision, serviront à fabriquer les cathodes des batteries lithium-ion, la partie positive de la batterie, celle qui stocke et libère l'énergie. Lors de mon périple minier, on m'a montré une salle où la chimie ressemble à de l'horlogerie. Produire un sulfate de batterie, m'a-t-on expliqué, demande une pureté absolue. Quelques dizaines de particules d'impureté par million peuvent faire refuser un lot entier par un constructeur automobile. Les chaînes doivent être stables, traçables et capables de garantir un produit constant à chaque livraison. Managem a d'ailleurs signé un accord avec Renault. 5000 tonnes de sulfate de cobalt par an produites au Maroc et directement destinées aux batteries électriques. C'est un tournant symbolique. Le Maroc ne se contente pas d'extraire, il transforme sur place, in situ. Derrière cette maîtrise technologique, il y a un mouvement plus large. Les métaux critiques sont devenus un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui encore, la majorité du raffinage se fait en Asie, principalement en Chine. L'Empire du Milieu concentre jusqu'à 80% des capacités mondiales pour certaines filières. En développant ses propres usines, le Maroc joue dans la cour des grands. Il transforme sur place, forme ses ingénieurs, crée de la valeur et affirme son rôle dans la transition énergétique mondiale. L'autre jour, en repassant Tarfaya, hypnotisé par le mouvement des éoliennes, je me suis rappelé une vérité simple. Pour récolter l'énergie du vent, c'est la terre qui travaille. Dans chaque pale, chaque batterie, chaque fil de cuivre, il y a un fragment de cette terre. Une part de sa force, de sa mémoire et de son souffle. Les métaux sont les nerfs invisibles, les fondations silencieuses de notre transition énergétique. Et quelque part entre le vent de Tarfaya et les roches du sud, c'est la terre qui fait tourner le monde. À ce stade, tout paraît clair. Les métaux critiques nourrissent la transition énergétique et le Maroc s'impose comme un acteur incontournable de cette chaîne mondiale. Mais une question demeure, qu'est-ce qu'un métal critique exactement ? Un métal critique, ce n'est pas seulement une roche rare ou un gisement intéressant, c'est d'abord une notion stratégique. Autrement dit, ce n'est pas la rareté du minerai qui compte, mais la fragilité de la chaîne qui l'entoure et l'importance qu'on lui donne. Cette fragilité se résume en 3 points. D'abord, la géographie. Certains pays concentrent la production ou le raffinage et cette concentration crée des points de rupture potentiels. Ensuite, la technologie. Affiner un minerai, produire un sulfate de qualité ou maîtriser des procédés hydrométallurgiques demande des compétences et des installations idoines. Enfin, la politique et la logistique. Une crise, un blocus ou un changement de stratégie dans un pays clé suffisent à interrompre une chaîne entière. Dans le même temps, la demande mondiale explose. La transition énergétique multiplie les besoins en cuivre, lithium, cobalt, nickel, graphite et terres rares. Ce bouleversement oblige États et industriels à se projeter vers l'avenir, en planifiant dès aujourd'hui leur capacité d'extraction, de raffinage et de production. Mais cette course mondiale s'accompagne d'une forte volatilité des prix. Les métaux destinés aux batteries ont connu des hausses et des chutes spectaculaires, des mouvements qui pèsent sur la rentabilité et sur les décisions d'investissement. Face à ces défis, 2 leviers définissent aujourd'hui la souveraineté industrielle. Le premier, c'est la transformation locale. Aller au-delà de l'export de minerais pour produire des matériaux à forte valeur ajoutée. Prenons un exemple concret, la mine de Tizals. Elle produira 120 000 tonnes de concentré de cuivre par an. Une base solide pour alimenter des chaînes de raffinage et à terme développer une filière locale de câblage et d'électroaffinage. C'est ainsi qu'une richesse minérale devient une puissance industrielle. Le second levier, c'est le recyclage. Les usines de batteries génèrent d'importants rebuts, surtout au démarrage. Ces déchets, une fois broyés, deviennent une poudre noire qu'on appelle black mass. Grâce à des procédés hydrométallurgiques, ces métaux sont récupérés puis réinjectés dans la production. Managem développe une capacité de traitement de 12 000 tonnes de black mass par an pour répondre aux exigences européennes. En effet, l'Europe imposera dès 2030 qu'au moins 30% des métaux contenus dans les batteries proviennent du recyclage. Cette économie circulaire sécurise les ressources, stabilise les coûts et renforce l'autonomie industrielle. Derrière ces transformations se trouve une exigence commune, produire propre.
Les métaux critiques sont désormais jugés autant sur leur performance que sur leur empreinte environnementale. En somme, la valeur d'un métal critique ne tient plus seulement à son extraction, elle repose désormais sur tout un processus industriel. Produire en pensant la transformation du métal et le recyclage de chaque composant. Une approche globale qui dessine la nouvelle géographie industrielle du monde. Ces métaux qu'on extrait avec tant de précision, que peuvent-ils vraiment changer pour notre avenir énergétique? Et surtout, quel rôle le Maroc peut-il jouer dans cette nouvelle révolution industrielle? Pour le comprendre, je suis allé à la rencontre de Khalid Hamouche, directeur business développement pour les métaux de la transition énergétique chez Managem. L'investisseur va chercher la stabilité. La deuxième chose, c'est que Managem, à l'instar de notre diplomatie, on est des gens qui parlent avec tout le monde. Et c'est ce qui fait une de nos forces, d'être capable de pouvoir parler avec tout le monde et que tout le monde soit en capacité de nous écouter. La troisième chose, c'est qu'on commence à récolter les fruits de tout ce qui a été semé dans les dernières décennies, notamment au travers des accords de libre-échange. Donc ça, c'est quelque chose qui forcément intéresse les investisseurs étrangers. Donc c'est une histoire, je veux dire, on a quand même une histoire passée et commun avec l'Europe et au travers du Green Deal, on est un partenaire identifié comme stratégique et sûr pour les industriels qui cherchent à se développer. Et donc on a décidé de produire de nouveaux produits à destination de la transition énergétique et de la mobilité verte en utilisant du minerai qui était au Maroc et surtout dont le monde avait besoin. Et enfin aussi, cette volonté d'aller vers cette diversification vers les métaux critiques, c'est l'essence même de la stratégie 2025-2030 du groupe. On a l'ambition d'aller plus en aval dans la transformation des minerais que Managem produit, industrialisation, créer de la valeur, monter en compétence sur ce qu'on a pu capitaliser sur les 40-50 dernières années, en termes de R&D également de production. Cette ambition, Managem la traduit sur le terrain. Le groupe s'appuie sur un portefeuille unique de métaux stratégiques présents dans ses gisements historiques et dans ses nouvelles explorations. En termes de sécurisation d'approvisionnement, la bonne nouvelle pour Managem, c'est qu'elle dispose de la plupart de ces minerais en portefeuille. Si on prend le cobalt, historiquement, Managem a découvert les premiers gisements de cobalt au Maroc en 1928. Donc on a déjà une mine de cobalt qui est en activité depuis près d'un siècle maintenant. Je peux citer par exemple le graphite. On a découvert des gisements de graphite dont Managem est devenu un détenteur. Et l'idée, c'est pour ce minerai d'aller jusqu'à le plus en aval possible. Par exemple, le graphite, on va chercher à en faire un matériel actif qui va aller dans la batterie du véhicule électrique. Cobalt, cuivre, manganèse, graphite, terre rare, ces noms racontent une autre géographie du monde, celle de la transition énergétique. Des métaux qui désormais dessinent le futur de l'industrie mondiale. Effectivement, si on veut un peu schématiser, regarder un peu les principaux métaux critiques dont la transition énergétique a besoin et que Managem développe, on va commencer par le cobalt. Le RDC détient 75% des réserves mondiales de cobalt. Or, ce cobalt est hyper important pour la transition énergétique, notamment dans les batteries, parce qu'il existe plusieurs types de chimie de batteries. La chimie principale qui est développée jusqu'à aujourd'hui, c'est la NMC, où on va avoir du nickel, du manganèse et du cobalt. Donc, Managem dispose de sa mine à Bouazer et donc va capitaliser sur cette mine pour pouvoir produire son sulfate de cobalt qui est nécessaire aux batteries des véhicules électriques. Après le cobalt, un autre métal s'impose dans la chimie des batteries, le manganèse. Abondant sur Terre, il pourrait bien devenir une des solutions pour une énergie plus accessible et plus durable. D'abord essentiel à la sidérurgie, il entre aussi dans la composition des batteries des véhicules électriques. Le manganèse, ça fait partie des 5 éléments les plus abondants sur Terre. Mais l'application ou la forme du manganèse nécessaire pour être utilisé dans une batterie électrique va représenter à peine 0,1% du minerai de manganèse qui est extrait chaque année. Parce que la forme de ce manganèse qui est nécessaire pour être utilisé principalement dans les batteries des véhicules électriques nécessite des étapes de production assez particulières qui sont maîtrisées que par un nombre peu important d'entreprises. Mais au cœur de cette chaîne, un autre métal est particulièrement prisé, le graphite. Présent dans la note des batteries,
Il se distingue par ses usages multiples, bien au-delà du seul secteur de l'énergie. Si on prend le graphite, il a des applications civiles, donc ça va être dans l'anode des batteries, donc des piles, ou des batteries des véhicules électriques. Il va être également utilisé dans des revêtements où on a besoin, on a un aspect de dureté qui est nécessaire. Par exemple, il y a des centrales nucléaires qui ont été développées par les Canadiens avec une filière graphite et puis, également dans certains alliages. Et si le fil rouge de cette révolution énergétique, c'est bien le cuivre. Excellent conducteur, il relie nos systèmes connectés, du réseau électrique aux batteries, jusqu'aux infrastructures numériques. Le cuivre, il est présent partout. Il n'y a pas de transition énergétique sans cuivre. Si je fais un lien avec la transition numérique, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, une requête, ChatGPT consomme énormément d'électricité et il n'y a pas d'intelligence augmentée ou artificielle, on appelle comme on veut, sans recours à l'énergie et l'énergie a besoin du cuivre et le cuivre aujourd'hui, donc on va l'utiliser soit dans le câblage, pour transporter, de l'électricité, on va également en avoir besoin, dans la conception des batteries des véhicules électriques. Plus discrète mais essentielle, les terres rares s'imposent dans les technologies de pointe. Elles constituent des ressources clés pour les éoliennes, les moteurs électriques ou encore l'industrie de la défense. Aujourd'hui, les terres rares sont pas réellement rares, mais en fait, c'est la proportion en fait des éléments qui sont nécessaires et sont indispensables à la conception de ce qu'on appelle les aimants permanents qui sont en quantité très restreinte. C'est ce qu'on appelle, on va appeler le groupe des métaux rares lourds. Il y a les légers et les lourds et ces lourds, c'est un ensemble de quatre éléments qui vont permettre d'entrer dans la conception des aimants permanents qu'on va retrouver, par exemple, dans les rotors des éoliennes, mais également dans les véhicules électriques, mais également, dans certaines applications de défense. D'où leur caractère assez rare et spécifique et c'est pour ça que quand tout le monde cherche à se les approprier. Dans les provinces du Sud, ces métaux ouvrent déjà une nouvelle page. Managem développe un projet de valorisation destiné à transformer le minerai au plus près du gisement. Aujourd'hui, on a un projet de valorisation des terres rares qu'on a dans les provinces, du sud et l'idée, c'est d'aller, vers, de la transformation, probablement en un carbonate ou un oxyde et qui va permettre de rentrer dans la fabrication des aimants permanents. Alors les aimants permanents, c'est des équipements vraiment nécessaires au fonctionnement des éoliennes, entre des éoliennes, mais également des moteurs, de certains moteurs. Mais l'ambition ne s'arrête pas à l'extraction. L'enjeu désormais, c'est de repenser la manière de produire en intégrant chaque maillon du processus industriel pour gagner en autonomie et en compétitivité. Aujourd'hui, le sulfate de manganèse, va nécessiter de l'acide. Donc pour avoir un projet qui soit très compétitif, on a décidé de produire par nous-mêmes de l'acide et ça, c'est possible parce qu'on a tout au long de notre activité industrielle, on a généré des coproduits qui sont, voilà, un oxyde de fer qui était stocké à dessein parce qu'on savait qu'on pouvait utiliser le sulfate qui était dans la pyrrhotine pour produire, de l'acide sulfurique. D'autant plus qu'il y a un besoin énorme d'acide sulfurique lié, bon, à l'industrialisation du pays et donc on travaille sur l'ensemble de nos projets à concevoir des écosystèmes complets. Et cette vision se traduit déjà sur le terrain. Du cuivre de Tizelt au sulfate de cobalt, du manganèse au graphite, jusqu'aux terres rares du Sud, chaque projet s'inscrit dans un même mouvement, produire, transformer, valoriser localement pour faire du Maroc un acteur majeur de la chaîne mondiale des métaux critiques. Pour les projets en cours d'exécution, on a le projet de Tizet. Donc c'est la mine cuprifère, dans la région de Tizet à 150 kilomètres d'Agadir, où on va produire, 120 000 tonnes de concentré. Le deuxième projet à court terme, c'est le sulfate de cobalt. On est en pleine phase de démarrage, aujourd'hui et les premières tonnes seront produites, à la fin de l'année. Le moyen terme, on a le projet de sulfate de manganèse. On va valoriser le minerai de la SACEM vers un sulfate de manganèse à destination des batteries des véhicules électriques. Le deuxième à moyen terme, ça va être notre initiative autour du graphite. Donc on veut valoriser du graphite tout d'abord sous une forme de concentré, puis dans un second temps dans ce qu'on appelle une anode active material qui va permettre de fabriquer, on va dire, la borne moins, de la batterie du véhicule électrique. Et si on se projette à plus long terme, on va avoir, le projet, lié aux terres rares, donc on est plutôt sur une échéance à 2030, à partir de 2030 et également on a un projet donc de valorisation du minerai et du concentré de cuivre en un smelter. Donc l'idée, c'est ne pas uniquement de produire, le concentré, mais d'aller jusqu'au câble électrique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à la fin de la décennie, pour le cuivre, le besoin en cuivre, pour l'industrie automobile, aéronautique, d'électrification
au Maroc s'élève à peu près à 200 à 300 000 tonnes de cuivre. Ce cuivre-là est en grande partie importé. Donc l'idée, c'est de produire localement à partir notamment d'un concentré issu 100% made in Morocco et d'aller jusqu'à la fabrication du CAM en utilisant un écosystème qui est déjà présent au travers du Maroc. C'est une ligne directrice dans l'ensemble des projets qu'on développe chez Managem, c'est de tirer profit au maximum du tissu industriel qui existe déjà et d'impulser une dynamique pour créer les nouveaux besoins nécessaires à l'ambition et de Managem et puis également du royaume. Dans un marché aussi mouvant, une question persiste. Comment anticiper les tensions d'approvisionnement et s'adapter à un monde où certains métaux deviennent du jour au lendemain trop rares ou trop chers? On a vu que le cobalt, qui est nécessaire pour les batteries, un des éléments le plus stratégiques. Aujourd'hui, la tendance, c'est je veux dire, quand un métal devient trop critique et il est trop soumis à la fluctuation, à la volatilité, etc., c'est plutôt de chercher de la substitution. Par exemple, le manganèse, c'est une des formes de substitution du cobalt. En prenant l'exemple des Chinois, ils ont poussé la logique à l'extrême, c'est qu'ils vont substituer complètement ces éléments critiques par des éléments qui sont présents de manière abondante dans la nature. CATL, par exemple, a commencé à lancer ses lignes de production de taille industrielle avec des batteries faites au sodium. Si on prend l'exemple du cuivre dans les réseaux de transmission, etc., je veux dire, quand les lignes entrent en tension, on a tendance plutôt à utiliser de l'aluminium ou d'autres choses que du cuivre. Les solutions existent, nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre, mais l'espoir grandit. La science et la technologie viennent à notre rescousse, notamment à travers la science des alliages. Loin d'être un vœu pieux, c'est une réalité concrète. D'un point de vue chimique, le tableau périodique compte 92 éléments purs et à partir de ces 92, les combinaisons possibles se comptent en millions, ce qui rend la recherche de substituts particulièrement ardue. Pourtant, cet obstacle n'arrête pas l'humanité. Depuis l'âge de bronze, elle explore les possibilités des alliages métalliques. Aujourd'hui, cette quête millénaire porte ses fruits. En combinant les métaux entre eux, les chercheurs découvrent des matériaux révolutionnaires. L'objectif est briser notre dépendance envers un nombre limité de métaux stratégiques. Et les majors de l'industrie minière ne s'y trompent pas, ils restent confiants. La recherche scientifique, loin de ralentir, ouvre des horizons insoupçonnés. Des métaux aujourd'hui méconnus, des alliages inédits, seront les véritables promesses de demain. Ce qui ressemblait autrefois à un mythe, la pierre philosophale, capable de tout transformer, pourrait bien devenir une réalité.